Maintenant que nous avons introduit les mesures de dissimilarité, on est prêt de définir les algorithmes de classification automatique. On peut faire la distinction entre deux types d'algorithmes. Il y a les algorithmes hiérarchiques qui procèdent à une suite de groupements ou une série de divisions et qui s'appliquent à la classification d'individus ou de variables, et les algorithmes non hiérarchiques qui groupent les individus dans un des cas groupes spécifiés par leur centre. Les algorithmes hiérarchiques peuvent donc être appliqués pour classifier des individus ou des variables, tandis que les algorithmes non hiérarchiques seulement savent grouper les individus. Pour les algorithmes non hiérarchiques, on doit d'abord définir combien de groupes on veut créer. Donc le nombre de groupes là est fixe et après on va diviser les observations dans ce nombre de groupes basé sur une définition spécifique de la centre du groupe. Par contre, pour les algorithmes hiérarchiques, on ne doit pas définir le nombre de groupes d'avance. Dans ce qui suit, on va se concentrer sur les algorithmes hiérarchiques. Parmi les algorithmes hiérarchiques, on fait la distinction entre les algorithmes ascendants et les algorithmes descendants. Pour les algorithmes ascendants ou agglomératifs, on commence par considérer chaque observation comme une classe séparée. À chaque étape suivante, on va créer des classes qui sont plus larges par agglomérer successivement des groupes 2 à 2. Et après, on continue l'algorithme, donc on répète ces étapes jusqu'au moment où on finit avec un seul groupe. Les algorithmes descendants ou divisifs travaillent inversement. Donc ils commencent avec un seul groupe, un groupe qui contient toutes les observations, et après ils vont successivement diviser un des groupes dans deux sous-groupes. Cet algorithme est continué jusqu'au moment où on finit avec des groupes qui contiennent qu'une seule observation. Les résultats des algorithmes sont normalement présentés sous la forme de diagrammes qu'on appelle des dendrogrammes. Des dendrogrammes ressemblent à des arbres à l'envers et ils reprennent l'information sur les groupements successifs. Prenons un exemple fictif. On a 5 objets et on a calculé la matrice des distances suivantes. Les dendrogrammes pour l'exemple fictif sont repris ici. La différence entre les différents dendrogrammes est la méthode et l'algorithme qu'on a appliqué. Ici, on a fait clustering sur base de single clustering, ou bien lien simple en français, complete clustering, lien complet, average clustering, lien moyen, et finalement l'algorithme de Barth. Les différentes techniques, les différents algorithmes seront expliqués plus tard, mais on sait déjà voir que la structure des dendrogrammes va varier avec l'algorithme. Si on regarde les dendrogrammes, on voit une échelle appelée height. Height, ça va correspondre avec la mesure de distance. Donc, le plus haut sur cette échelle, le plus dissimilaires les observations seront. Donc, on doit lire ce dendrogramme de bas en haut. Par exemple, prenons le premier. On voit que le premier cluster qu'on a fait est groupé les nombres 3 et 5. Donc, la distance entre 3 et 5 était le plus petit. On va les mettre dans un groupe. Après, on va recalculer la distance en tenant compte qu'on a fait un groupe 3-5. On détermine de nouveau les objets les plus proches. Ici, on voit que nous ajoutons l'observation 1 au groupe de 3 et 5. On recalcule de nouveau la distance et on voit qu'on doit maintenant grouper les observations 2 et 4. Et finalement, le dernier groupe est le groupe qui contient toutes les observations. Les algorithmes repris dans le slide précédent sont des algorithmes hiérarchiques ascendants. Ces algorithmes suivent les étapes suivantes. Donc, supposons que nous avons n objets, donc n individus ou variables. On commence avec n groupes différents. Donc, chaque groupe contient une seule observation ou une seule variable et on a une matrice de distance pour ces n groupes. Dans cette matrice de distance, on va chercher la plus petite valeur. On va grouper les deux clusters avec la distance la plus petite et on va modifier, on va faire un update de la matrice de distance en supprimant les lignes et les colonnes qui correspondent aux deux clusters. Après, on recalcule la distance
entre le nouveau cluster qu'on avait créé et les autres éléments, et on répète les étapes 2 et 3 jusqu'au moment où tous les objets sont mis dans un seul groupe. Il existe différentes procédures pour calculer la distance entre deux clusters. Les méthodes les plus connues sont le lien simple, le lien complet et le lien moyen. Pour le lien simple, on va reprendre la distance minimale entre les deux clusters, donc on va utiliser les voisins qui sont les plus proches. Le lien complet va utiliser la distance maximale, donc la distance entre les voisins les plus éloignés. Et le lien moyen utilise, comme le nom indique, la distance moyenne. Ces trois algorithmes sont très simples, ils sont faciles à implémenter, mais aucun critère statistique est utilisé. Déterminons maintenant le dendrogramme en utilisant le lien simple. La distance minimale dans la matrice de distance est 2. Cette distance correspond entre la distance entre les observations 3 et 5. On commence donc par grouper 3 et 5 et faire un cluster avec les deux. Après, on doit recalculer la distance, donc on doit créer une nouvelle matrice de distance. On garde les distances qui n'ont pas changé, donc qui n'ont rien à voir avec 3 ou 5, et on recalcule les distances entre le cluster 3-5 et les autres observations. Dans le lien simple, on va utiliser la distance minimale pour recalculer cette distance. Calculons d'abord la distance entre 1 et le cluster 3-5. On sait que la distance entre 1 et 3 était 3, la distance entre 1 et 5 était 11, et donc la distance la plus petite des deux est 3. On fait la même chose pour 2, donc la distance entre 2 et 3 est 7, la distance entre 2 et 5 est 10, donc la distance minimale est égale à 7. Et finalement, il y a la distance avec l'observation 4. Pour 4 entre 3 et 4, la distance est égale à 9. Entre 4 et 5, la distance est 8, et donc la distance minimale est égale à 8. Et on ajoute encore 0 sur le diagonale. Dans cette nouvelle matrice de distance, on va chercher de nouveau la distance la plus petite. La distance est 3, et donc on va grouper l'observation 1 et le cluster 3 et 5. Et on recommence, on recalcule la matrice de distance. On reprend ce qui ne change pas, et on recalcule les distances entre les observations 2 et 4 avec le cluster 1, 3, 5. Pour 2, si on compare 2 avec l'observation 1, la distance était 9. Avec 2 et le cluster 3, 5, la distance est 7. Et donc, la valeur ici est égale à 7. Et on fait la même chose pour 4. La distance entre la valeur 4 et l'observation 1 est 6. La valeur entre 4 et le cluster 3, 5 est 8. Et donc, la valeur minimale est 6. La valeur minimale dans la matrice de distance est maintenant 5, et donc on va grouper les observations 2 et 4. On recalcule une dernière fois la matrice de distance, et aux dernières étapes, on va regrouper les deux clusters dans un seul cluster qui contient toutes les observations. Pour créer le dendrogramme, on commence par mettre l'échelle pour la distance. Dans la première étape, on avait combiné observations 3 et 5, et la distance était égale à 2. On prend donc la height, la distance 2, et à ce moment-là, on va combiner 3 et 5. Après, avec une distance 3, on ajoute la valeur 1. La troisième étape était de combiner 2 et 4 à distance 5. Et finalement, on regroupe les deux clusters à une distance 6. De même manière, on sait utiliser le lien complet, mais au lieu de prendre la distance minimale quand on fait le regroupement, on utilise la distance maximale. Ou on peut prendre le lien moyen et utiliser la distance moyenne. La première étape est la même, on va combiner les observations 3 et 5. On reprend dans la matrice de distance tout ce qui ne change pas et on recalcule les autres. Commençons par la distance entre 1 et le cluster 3, 5. On sait que la distance 1, 3 était 3, la distance 1, 5 était 11, et maintenant on va utiliser le lien moyen, donc on prend la distance moyenne étant 3 plus 11 divisé par 2 ou 7. De même manière, on trouve une distance moyenne entre 2 et
le cluster 3, 5 de 8,5 et la distance moyenne entre 4 et le cluster 3, 5 est aussi 8,5. La valeur minimale maintenant est 5 et donc on va regrouper dans la deuxième étape les valeurs 2 et 4. La nouvelle matrice de distance est celle-ci. La valeur minimale est 7 et on va donc combiner l'observation 1 avec le cluster 3, 5. On calcule la dernière matrice de distance et après on crée le dendrogramme. D'abord, avec distance 2, on va combiner 3 et 5. Après, à distance 5, on combine 2 et 4. À distance 7, on ajoute 1 au cluster de 3, 5. Et finalement, à distance 8, on regroupe les deux clusters. Une autre option est l'algorithme de Ward, mais pour expliquer cet algorithme, on a besoin de la notion d'inertie. Disons que nous avons un ensemble de n observations, donc on a x1 jusqu'à xn, chaque étant un vecteur de dimension p, et chaque vecteur, chaque observation xi reçoit le même poids 1 divisé par n. Donc on a n observations avec le même poids 1 divisé par n. Le centre de gravité du nuage de points est donné par la somme de toutes les observations divisé par n. Donc le centre de gravité est la moyenne arithmétique. Pour calculer l'inertie totale, on va calculer la distance ou la mesure de distance entre le centre de gravité et chaque observation. On va prendre les carrés de cette distance et on prend la moyenne de toutes ces distances carrées. Donc si on a les observations, on calcule le centre de gravité, donc c'est le triangle au milieu, et on détermine la distance entre ce centre et les observations. On prend les carrés de cette distance et après on prend la moyenne des distances carrées. Supposons maintenant qu'on a déjà reparti les observations dans K groupe. Donc on a déjà créé K groupe. Ce qu'on veut maintenant, c'est de définir une mesure d'inertie entre les différents groupes, mais aussi une mesure d'inertie à l'intérieur de chaque groupe. On va donc d'une manière comparer ou regarder la similarité entre les différents groupes, mais aussi pour chaque groupe séparément, on veut connaître la similarité entre les observations de ce groupe spécifique. Pour faire cela, on va attribuer un poids à chaque groupe et ce poids sera le nombre d'observations dans le groupe. Donc le plus grand le groupe est, le plus de poids il recevra. Donc ici, le groupe en rouge aura un poids de 7, le groupe bleu un poids de 5 et le groupe en vert un poids de 6. En plus, on va aussi calculer le centre de gravité pour chaque groupe séparément. Ce centre de gravité est défini et calculé étant la moyenne de toutes les observations qui se trouvent dans ce groupe spécifique. Pour le premier groupe, le groupe en rouge, le centre de gravité est le triangle rouge. Pour le groupe bleu, c'est le triangle en bleu. Et pour le groupe vert, le triangle en vert. Pour calculer l'inertie entre les différents groupes, on va utiliser les centres de gravité des groupes, donc les triangles en rouge, bleu et vert, et le centre de gravité de toutes les observations. On calcule la distance entre le centre de gravité total et le centre de gravité des groupes. On prend le carré de cette distance et on calcule la moyenne pondérée qui utilise les poids qu'on a attribués à chaque groupe. Dans le diagramme, les distances sont représentées par ces lignes noires. La longueur de la ligne, donc le plus long la ligne, la plus grande la distance. Et on a aussi indiqué le poids de chaque groupe. Plus la ligne est épaisse, plus de poids on a attribué à ce groupe. L'inertie calculée de cette manière, donc l'inertie entre les groupes, est notée comme IB, donc l'inertie between the groups. Après, on calcule aussi l'inertie dans chaque groupe séparément. Donc, dans chaque groupe, on va calculer les distances entre les observations de ce groupe avec le centre de gravité de ce groupe et on utilise la formule pour l'inertie, donc on fait la moyenne des distances carrées. On fait cela pour chaque groupe et après on va combiner ces inerties dans chaque groupe. On les combine de nouveau d'une manière pondérée, donc on prend l'inertie dans la groupe, on le multiplie
avec le nombre d'observations dans ce groupe et on fait la somme. Cette inertie totale est appelée l'inertie à l'intérieur des groupes, notée IW, Inertie within the groups. Il est possible de montrer que l'inertie totale, donc l'inertie comme calculée sur slide 31, est égale à l'inertie between plus l'inertie within. Donc, on a décomposé la variabilité totale en une variabilité entre les groupes et une variabilité à l'intérieur de chaque groupe. Pour l'algorithme de Ward, on va essayer de chercher une partition des observations d'une manière que l'inertie entre les groupes est le plus grande possible. Donc, on veut avoir que les groupes sont le plus dissimilaires que possible et de même moment que l'inertie dans chaque groupe est très faible. Donc, les observations qui sont regroupées dans un seul groupe sont très similaires. De cette manière, on va créer des groupes qui sont assez différents, mais à l'intérieur de chaque groupe, on a des observations qui sont très très similaires. On doit noter que ce regroupement n'est possible que si le nombre de groupes est fixé. Si on ne fixe pas le nombre de groupes, on va toujours finir avec le même nombre de groupes qui a des observations. Car dans ce cas, chaque groupe contient une seule observation, donc le centre de gravité est cette observation même. Ça veut dire que l'inertie dans la groupe est 0 pour chaque groupe, donc c'est le plus petit qu'on pourrait avoir. Et en faisant ça, l'inertie between est égale à l'inertie totale, donc la plus grande valeur qu'on peut obtenir. L'algorithme va commencer comme les autres algorithmes, donc on a autant de clusters qu'il y a des observations, et à chaque étape, on va combiner deux de ces clusters, on va les regrouper jusqu'au moment où on finit avec un seul groupe qui contient toutes les observations. Les deux clusters qu'on va regrouper sont ceux qui permettent de minimiser la perte d'inertie entre les groupes consécutifs. Donc, celle-ci qui garde l'inertie entre les groupes le plus grand possible. Si maintenant on applique l'algorithme de Ward pour les données de l'illustration et on choisit la distance euclidienne pour calculer la distance, on trouve le dendrogramme à droite. Si on regarde ce dendrogramme, on voit que la première combinaison qu'on fait est de grouper les observations 3 et 5. Après, on fait un groupement des observations 10 et 11, ensuite 13 et 14, et on continue de cette manière jusqu'au groupe qui contient toutes les observations. Faisons maintenant la classification automatique des 30 sites, utilisant la distance euclidienne sur les variables environnementales. On commence par le lien simple, se donne ce dendrogramme. On peut faire la même chose avec le lien complet, le lien moyenne et la distance de Ward. De cette manière, on trouve 4 dendrogrammes différents. Mais si on regarde plus en détail, on voit que les 3 premiers sont assez similaires. Ils ne sont pas exactement les mêmes, mais si on regarde en détail, il y a beaucoup de regroupements qui se font de même manière, mais pas toujours au même moment. Par contre, le dendrogramme pour la distance de Ward est assez différent des autres 3. Si on fait maintenant une classification automatique des sites, en utilisant la distance Bray-Curtis sur les variables d'abondance, on trouve ce dendrogramme. Le dendrogramme est créé avec la distance moyenne et on voit qu'on retrouve de nouveau un dendrogramme complètement différent. On a maintenant donc créé le dendrogramme, mais finalement, c'est à l'utilisateur de choisir, de décider où il va couper le dendrogramme pour créer les clusters et pour créer le nombre de clusters voulus. L'utilisateur peut couper le dendrogramme ou bien en choisissant le nombre de groupes qu'il veut avoir, ou bien en choisissant une valeur pour la mesure de dissimilarité en dessous laquelle il trouve que les observations sont assez similaires. Et finalement, on sait aussi comparer les classifications. Disons qu'on a fait une classification Bray-Curtis sur les variables d'abondance et une classification euclidienne sur les variables environnementales.
Supposons qu'on a coupé le premier dendrogramme pour obtenir 3 clusters et pour le deuxième, on a utilisé une distance pour obtenir 2 clusters. Pour la comparaison, on va faire le tableau de contingence pour les deux classifications. Pour remplir ce tableau, on va compter combien d'observations sont dans l'intersection de chaque cluster. Identifions d'abord les clusters. Le premier cluster Ambré-Curtis a en total 9 observations, donc c'est le cluster en vert. La deuxième a 19 observations, c'est le cluster en bleu. Et cluster 3, 2 observations, est en jaune. Pour l'autre classification, la classification euclidienne, le premier cluster a un total de 16 observations, donc c'est le cluster en vert. Et l'autre, le cluster en jaune, a 14 observations. Les observations, les sites qui se trouvent en cluster 1 pour les deux classifications sont 1, 15 et 19, donc il y a 3 observations en commune. Et de même manière, on sait remplir le reste du tableau.